Bien, bonjour à tous. Donc à mon tour de remercier le comité d'organisation de m'avoir invité. Alors ça fait quelques années que je travaille avec Benoît Alné et donc il m'avait sollicité pour présenter notamment les facteurs qui peuvent influencer l'adhésion, sachant donc comme l'avait dit Audrey, j'ai fait ma thèse en fait sur les déterminants psychosociaux de l'adhésion thérapeutique il y a quelques années en arrière. Et donc l'idée, ça va être de vous présenter voilà, trois thématiques. Donc je vais revenir un petit peu sur la définition de l'adhésion thérapeutique, avec notamment la distinction entre l'adhésion intentionnelle et non intentionnelle. Donc ça, je pense que c'est quelque chose d'important également pour pouvoir justement intervenir sur la non-adhésion des patients, afin de mieux comprendre d'où ça vient. Et une fois qu'on comprend d'où ça vient, et bien ensuite on peut appliquer les bonnes interventions. Pour une deuxième partie, je vous présenterai justement quels sont les différents déterminants qui vont influencer ce comportement d'adhésion, notamment des déterminants plutôt de type psychosociaux. Et enfin, j'essaierai de vous présenter quelques types d'interventions qui vont permettre d'améliorer ce comportement. Alors tout d'abord, au niveau de l'adhésion, juste pour revenir un petit peu, vous savez que la taxonomie a beaucoup évolué depuis ces dernières décennies, et lorsqu'on s'est intéressé à cette problématique, on parlait notamment de compliance, qui vient de to comply en anglais, qui veut dire se soumettre, et globalement, dans les années 70-80, on parlait beaucoup justement de compliance parce qu'il s'agissait d'une soumission à l'autorité médicale. Et puis, globalement, chaque décennie, on a vu finalement ce terme un peu évoluer, en parlant ensuite plutôt dans les années 80-90 d'observance, où ici, il s'agissait plutôt de dire qu'on observe, qu'on prend en fait son médicament tel que prescrit par le médecin. Et puis enfin, avec les années 2000, on a vu arriver le terme d'adhésion, et qui aujourd'hui commence à faire, on va dire, la majorité, où ici, il s'agit vraiment d'adhérer à son traitement dans le sens où en fait, le patient est vu comme un partenaire du médecin, et donc il va contribuer également à la définition également de son traitement. Alors au niveau de la sémantique, donc on a vu effectivement qu'entre la première et la dernière, enfin la fin de la prescription, on avait toute une évolution entre le fait donc de ne pas initier correctement, donc si on ne prenait pas la première dose de traitement, si l'on ne terminait pas jusqu'à la fin son traitement, eh bien donc on parle de discontinuation. Et enfin, on a différents termes qui vont nous permettre de comprendre qu'il y a donc une persistance dans la prise de son traitement entre le début et la fin de son traitement. Lorsqu'on ne prend pas bien les quantités réellement prescrites par le médecin, on va parler donc de défaut d'implémentation. Et enfin, tous ces termes-là vont constituer l'adhésion thérapeutique. Ce qui va nous intéresser ici également, c'est de comprendre en fait en quoi on va avoir différents types de comportements vis-à-vis des patients. Certains vont avoir une non-adhésion thérapeutique, mais pas forcément, on va dire, intentionnelle. Ce qu'on appelle la non-adhésion non intentionnelle, c'est lorsque en fait on a un défaut d'adhésion qui est lié à des limites en termes de capacité ou de ressources. Par exemple, un patient qui a des problèmes au niveau de la mémoire, au niveau cognitif, ou au niveau même peut-être de la dextérité, ou qui a mal compris les informations, va mal prendre son traitement, mais pas intentionnellement. Donc ça, c'est important déjà de repérer ce premier point-là. À l'inverse, on va avoir des patients qui, eux, en revanche, vont mal prendre leur traitement, mais de manière plutôt intentionnelle, c'est-à-dire parce qu'ils ont des croyances erronées par rapport au traitement. Et donc ça va être vraiment important de le repérer, puisque ici, on voit qu'à l'inverse, dans la non-adhésion intentionnelle, on va surtout avoir un défaut de motivation. Et on voit bien ici qu'on ne va pas du tout mettre en application les mêmes interventions si la personne a un défaut, on va dire, de cognition, de mémoire, ou au contraire, si elle a un défaut de motivation. Donc ça, j'y reviendrai dans la troisième partie, mais c'est important de bien le définir au début pour comprendre pourquoi justement on va agir différemment en fonction des différentes personnes. Donc si on revient à cette taxonomie, eh bien on constate que ici, globalement, on va avoir une non-adhésion intentionnelle lors des premières étapes, donc lors de l'initiation au traitement, dans le fait d'accepter sa maladie et de choisir son traitement. Et puis on va également avoir une non-adhésion intentionnelle dans la persistance, avec le manque de motivation, alors qu'en revanche, on aura une non-adhésion non intentionnelle pour les personnes qui vont avoir des difficultés à implémenter leur traitement, qui vont par exemple justement oublier leur traitement, soit le matin, soit le soir. Et donc ici, on ne va pas du tout agir de la même manière. Donc de nouveau, j'y reviendrai dans la troisième partie, mais ici, il s'agissait de redéfinir un peu mieux ces différents types de non-adhésion intentionnelle et non intentionnelle. Alors au niveau des déterminants de l'adhésion, donc l'Organisation mondiale de la santé a défini 5 grandes catégories de déterminants liés à l'adhésion thérapeutique, sachant que globalement, on considère qu'il existe une centaine de déterminants de l'adhésion. Donc si on les classifie, on constate qu'on a des déterminants qui sont liés à la maladie, donc le fait d'avoir par exemple des symptômes ou non dans la maladie, le fait parfois aussi par exemple d'être dépressif. Donc tous ces éléments-là vont jouer en faveur ou non de l'adhésion médicamenteuse. On a également les facteurs liés au traitement en tant que tel, donc on sait que plus le traitement est complexe, plus il va durer longtemps et plus l'adhésion va être compliquée.
Donc ça, ce sont des éléments dont on sait qu'il faut tenir compte, mais sur lesquels on n'a pas beaucoup d'emprise. De la même manière que les facteurs sociodémographiques sont également des éléments importants. On sait que les catégories socio-professionnelles ou la stabilité familiale ou les ressources matérielles ou même la culture va être déterminant au niveau de l'adhésion. Mais là-dessus, de la même manière, on n'a pas beaucoup d'emprise par rapport à ces éléments-là. En revanche, là, on va avoir davantage d'emprise, ça va être sur cet élément-là. Alors, on a également le système de soins, j'en reparlerai un peu avec la relation patient-soignant, mais l'élément vraiment déterminant sur lequel nous, on va s'intéresser, notamment en psychologie de la santé, ça va être les éléments liés en fait au patient et aussi à son entourage, puisque c'est vraiment là qu'on va pouvoir arriver à avoir des interventions efficaces, spécifiques à chaque patient en fonction de sa problématique. Ici, je vais le développer un petit peu plus, mais globalement, on va avoir des croyances et des connaissances spécifiques par rapport à chaque patient, avec également des ressources internes et des ressources externes. Donc pour définir un peu plus, globalement, les facteurs liés à la personne, on va avoir déjà ces savoirs théoriques. On a des patients qui vont avoir certaines connaissances, d'autres au contraire qui seront moins bien informés, avec des compréhensions qui peuvent être parfois un peu erronées autour de la maladie. Et là, lorsqu'on va creuser un peu avec des entretiens approfondis les représentations de la maladie, parfois on peut être surpris de certaines croyances erronées. On a ensuite les savoirs pratiques avec les savoir-faire et notamment les compétences d'auto-soin, où ici, la personne, si par exemple elle doit s'injecter elle-même son traitement, eh bien ça va nécessiter aussi des savoir-faire qui sont parfois complexes pour certains patients. On va également avoir l'ensemble des expériences antérieures passées, donc par exemple la perception d'efficacité du traitement, ou alors les vécus des effets indésirables qui ont pu intervenir à un certain moment, qui vont jouer en la faveur ou la défaveur de l'adhésion thérapeutique. Et puis donc les représentations de la maladie et du traitement qui sont fondamentales dans le lien avec l'adhésion thérapeutique. Je vais réinsister dessus puisqu'on a vraiment mis en avant cette variable-là comme étant déterminante dans l'adhésion thérapeutique. On a également les ressources à la fois internes et externes. Au niveau des ressources internes, en psychologie, on parle beaucoup de ce qu'on appelle le lieu de contrôle, c'est-à-dire à quoi on attribue la cause de la maladie. On parle également de self-efficacy, le sentiment d'efficacité personnelle. Est-ce que la personne elle se sent capable de prendre correctement son traitement? Ça aussi, ce sont des éléments qui sont fondamentaux dans l'adhésion thérapeutique. Et lorsqu'ils ne sont pas évalués, eh bien, ils peuvent justement faire défaut. On a également la motivation, dont on a vu qu'elle était fondamentale pour persister dans son traitement jusqu'au bout, et dont on verra comment essayer d'agir dessus avec un certain type d'intervention. Enfin, les ressources externes, on sait que le soutien social, il est déterminant dans l'adhésion et qu'il a un double rôle. Il a un rôle à la fois de motivation. Lorsqu'on est en couple, on sait que les patients en général prennent mieux leur traitement. Et puis, on sait également qu'ils font fonction de rappel, c'est-à-dire que c'est toujours plus facile si on a quelqu'un qui vous rappelle est-ce que tu as bien pris ton traitement ce soir et qui va permettre justement de réduire l'oubli potentiel. Donc ici, quelques exemples de représentation, par exemple au niveau de la représentation par rapport au traitement contre le rhumatisme. Des fois, ça se bloque, les articulations, ou les médicaments sont des poisons. Pour des personnes qui vont avoir ce genre de représentation, ils ne vont pas forcément avoir la même adhésion thérapeutique. De la même manière, donc on peut avoir aussi des savoirs qui vont être de se dire bien de prendre sa biothérapie quand ça fait mal, alors qu'on sait que c'est plutôt sur un traitement de fond. Et donc ici, ça va être des représentations erronées. Et de la même manière, on peut avoir des soutiens aussi qui peuvent être plus ou moins présents et qui vont générer une plus ou moins bonne adhésion. Alors, un article qui est sorti l'année dernière, donc maintenant il y a 2 ans, en 2016, a montré ici également différents types de barrières de l'adhésion thérapeutique. Ici, ils ont catégorisé en 3 grandes variables en fait les barrières de l'adhésion, à savoir les aspects cognitifs, où ici on voit qu'on a également affaire aux attitudes, donc aux représentations par exemple du traitement ou de la maladie, aux croyances en la nécessité du traitement. Ensuite, on va avoir des éléments plus pratiques. Est-ce qu'effectivement la personne a des bonnes connaissances? Et puis des choses plus émotionnelles, où ici on va avoir par exemple la peur des effets secondaires, donc en amont même du traitement, et puis des émotions plus ou moins négatives ou positives vis-à-vis du traitement ou de la maladie. Et on voit ici que lorsqu'on évalue l'ensemble de ces déterminants, eh bien on peut prêter attention à différentes catégories de variables qui vont impacter l'adhésion. Et ici, lorsqu'on fait passer ce genre de questionnaire pour essayer de voir justement où sont les barrières de l'adhésion, ça va nous permettre de voir où est-ce qu'on va porter notre attention. Est-ce qu'il s'agit de porter l'attention plutôt sur des croyances erronées ou au contraire sur des connaissances qui ne sont pas suffisantes ou sur des émotions? Et donc ça peut être intéressant d'évaluer, de nouveau on en revient à l'évaluation, plus précise, pas justement quantitative mais aussi qualitative de la non-adhésion de la part des patients pour voir en fait où le bât blesse et à quel type de variable il va falloir s'attaquer.
Alors, en psychologie de la santé, on a plusieurs modèles, dont le modèle qu'on appelle de l'autorégulation, qui est un modèle relativement utilisé et intéressant pour justement prédire les comportements de santé. Et dans ce modèle, ce qu'on constate, c'est que globalement, eh bien, ça rejoint un petit peu ce qu'on a déjà vu, c'est-à-dire que les expériences passées vont avoir un impact par rapport à nos représentations, donc ce qu'on a comme expérience par rapport à la maladie, l'interaction avec autrui, si on connaît quelqu'un qui a déjà eu cette maladie, peut-être qu'il a mal vécu son traitement ou autre. Donc les informations qu'on a initialement vont impacter nos représentations à la fois de la maladie et du traitement, sur à la fois donc quelle identité on pose sur cette maladie, est-ce qu'elle est grave, est-ce qu'elle n'est pas grave, est-ce que la cause elle est, on va dire, externe ou au contraire interne. Par exemple, il y a des personnes qui pensent qu'ils sont responsables de leur maladie, d'autres au contraire pensent que c'est l'environnement, ça peut être la pollution ou autre. En termes de durée, est-ce qu'ils pensent que la maladie va durer longtemps ou pas, en termes de conséquences et aussi de contrôle sur la maladie. Ça, c'est un aspect très important puisque ça va définir aussi la manière dont la personne va réagir par rapport à sa maladie et donc notamment dans la prise de traitement. Donc toutes ces variables-là vont avoir un impact sur le comportement d'observance ou donc d'adhésion au traitement qui, à son tour, va avoir un impact sur les résultats de santé et donc l'évaluation ici de la santé des individus. Donc on voit qu'on peut interagir en fait à différents niveaux, à la fois donc sur la connaissance de la maladie, sur les informations qu'on peut donner, mais aussi sur les représentations, à condition de s'y intéresser et d'y passer un petit peu de temps. Donc nous, on a voulu s'intéresser, alors ça remonte déjà il y a quelques années, mais donc dans ma thèse, pour essayer justement de mieux comprendre ces déterminants-là, pour voir à quel point ils étaient impliqués en fait dans l'adhésion thérapeutique des patients. Et on s'est intéressé notamment chez les patients atteints du VIH, à regarder en quoi la maladie venait bouleverser en fait l'identité des patients en termes de valeurs, à quel point lorsque on apprenait qu'on était atteint d'une maladie chronique, on changeait son identité. Et donc ça, on a pu le mettre en avant qu'effectivement, il y avait un vrai impact de la maladie sur l'identité des personnes et également sur leurs valeurs qui étaient bouleversées. Certaines augmentaient, d'autres au contraire diminuaient. Et puis on a voulu voir ensuite l'impact que ça pouvait avoir sur la relation avec le médecin et également sur les croyances du patient et en quoi ces variables-là venaient impacter l'adhésion du patient. Alors, je vous passe tous les détails des échelles qu'on a fait passer donc, auprès de 150 patients, des entretiens également qualitatifs. Et globalement, pour arriver au résultat, ce qu'on a constaté, c'est qu'effectivement, donc, on a plusieurs valeurs qui ont été modifiées. Globalement, les valeurs liées aux autres, c'est-à-dire les valeurs plutôt de compassion, d'empathie, sont des valeurs qui ont pris beaucoup plus d'importance pour ces patients, les valeurs religieuses aussi. En revanche, tout ce qui est richesse matérielle ont vraiment baissé, c'est-à-dire le fait d'avoir un travail, une belle maison, etc. Tout ça sont des valeurs qui ont pris beaucoup moins d'importance pour ces patients. Et ce qu'on constate, c'est que ces valeurs vont venir impacter l'adhésion thérapeutique. Et puis ensuite, on a évalué donc la relation médecin-patient qui a un impact à la fois direct sur l'adhésion et également indirect. C'est-à-dire qu'en fait, la relation avec le médecin va venir également, on va dire, influencer les croyances par rapport au traitement. Donc ici, les croyances positives en la nécessité de prendre son traitement antirétroviral et également les influencer négativement les représentations négatives. Donc en l'occurrence, donc diminuer ces représentations négatives telles que percevoir les médicaments comme des poisons. Donc si on a une bonne relation avec son médecin, on va avoir des représentations tout à fait appropriées qui, à leur tour, vont venir impacter en fait le comportement d'adhésion globale. Vous voyez qu'ici, on est à peu près à 28% de ce qu'on appelle de variance expliquée globale, ce qui en psychologie est relativement important. Ce qui veut dire qu'uniquement avec ces deux variables-là, les croyances et la relation avec le médecin, on peut arriver à modifier près de 30%, à expliquer en tous les cas, près de 30% du comportement d'adhésion des patients. Donc c'est pas négligeable. Donc en termes de conclusion par rapport à cette étude, ce qu'on a pu constater, c'est que donc, les représentations, notamment positives par rapport au traitement, étaient vraiment quelque chose de très important et on sait que c'est rarement travaillé en début de traitement. La plupart du temps, lorsqu'il faut lancer un traitement, on va préconiser ça au patient, mais on ne va pas aller l'interroger sur sa représentation. Or, moi, je me souviens, quand je faisais des entretiens avec ces patients, on avait vraiment deux catégories de patients. Certains, lorsqu'ils commençaient le traitement, étaient relativement anxieux par rapport à cette mise en place, puisqu'ils considéraient que le fait de devoir commencer un traitement, c'était un pas de plus dans l'entrée de la maladie. Donc ça les rendait plutôt anxieux en fait de démarrer ce traitement. À l'inverse, d'autres me disaient, mais finalement moi je suis plutôt rassurée de commencer un traitement parce que je sais que ma charge virale va bien diminuer grâce à mon traitement antirétroviral et donc ça me rassure de savoir que je vais avoir un traitement qui va mettre un coup de massue au virus et donc finalement ma maladie va être bien régulée. Donc on voit ici qu'on peut avoir des représentations très différentes en fonction de nos croyances de nouveau et que les patients ne vont pas du tout gérer de la même manière l'entrée dans le traitement et ça c'est vraiment quelque chose à travailler en amont même de la mise en route d'un traitement.
Le deuxième aspect sont les valeurs. Là aussi, on va avoir des patients pour lesquels les valeurs de santé vont être déterminantes et d'autres, au contraire, qui vont plus mettre en avant peut-être des valeurs de qualité de vie. Et donc, si par exemple un traitement donne beaucoup d'effets secondaires, ils vont peut-être privilégier de vouloir avoir un autre type de traitement peut-être moins efficace, mais qui permettra d'avoir une meilleure qualité de vie, plutôt que celui qui sera proposé initialement. Donc ça aussi, c'est à travailler également en amont. Et puis enfin, la confiance accordée aux médecins. Nous, on était vraiment surpris de voir à quel point il y avait une influence vraiment extrêmement importante, aussi bien dans les données, on va dire, quantitatives que qualitatives, où globalement, à partir du moment où il y a une bonne relation, alors on met le médecin, mais c'est le soignant en général, quand il y a une bonne relation avec le soignant, on a vraiment généralement un taux d'adhésion qui est relativement bon également. Il y a vraiment une forte corrélation. Et souvent, le soignant va être assez conscient de cette problématique, mais peut-être pas, il sait peut-être pas à quel point il a un rôle vraiment important dans l'influence du comportement d'adhésion du patient. Donc ici, ce qu'on peut constater au niveau des interventions, c'est qu'on peut agir à deux niveaux, à la fois au niveau de la relation vraiment soignant-patient, et également au niveau du patient en tant que tel, avec ses croyances, pour essayer de repérer justement des croyances erronées, afin de pouvoir influencer positivement le comportement d'adhésion par la suite. Alors j'en viens à la dernière partie de cette présentation sur maintenant comment accompagner l'adhésion médicamenteuse, donc comment faire en sorte de pouvoir adapter les bonnes interventions en fonction de la problématique de chaque patient. Ici, ce qu'on peut constater, c'est que globalement, en fonction de l'acceptation de la maladie, on a certains patients qui ont des difficultés à accepter leur maladie. Je vois par exemple dans le VIH, je me souviens d'une personne qui avait été infectée en fait par le VIH dans des circonstances un peu dramatiques et qui n'arrivait pas à accepter sa maladie. Et bien cette personne-là, elle avait un comportement d'adhésion extrêmement faible parce que justement elle n'acceptait pas sa maladie. Comment est-ce qu'on peut prendre un traitement par rapport à une maladie si on n'accepte pas d'être malade? C'est très compliqué. Donc ici, ça va être important déjà de travailler là-dessus, de repérer si le patient il a déjà accepté en fait sa maladie, de travailler sur ses croyances, ses représentations et sur l'identité de la maladie. À quoi il attribue la maladie, comment est-ce qu'il la considère, etc. Le deuxième aspect, c'est le choix en fait du traitement. Ici, on voit aussi qu'on est de plus en plus dans une relation de partenariat, effectivement, avec le patient. Avant, on avait quand même beaucoup plus l'autorité médicale avec le médecin qui préconisait en fait un traitement. Et aujourd'hui, on est vraiment beaucoup plus dans l'accompagnement, d'autant plus à l'ère où Internet a beaucoup évolué. Aujourd'hui, les patients connaissent beaucoup d'éléments sur leur maladie et même parfois sur le traitement. Et bien ici, on va vraiment être dans une décision partagée. Et donc ici, on a intérêt à pouvoir mettre ça en place au moment du choix du traitement. Et ça va renforcer d'autant plus la relation soignant-patient. Au niveau de l'implémentation du traitement, ici l'idée ça va être de simplifier au maximum et comme on l'a vu, d'essayer d'aider à l'automatisation. Donc ici par exemple les pilules électroniques peuvent être intéressants, mais effectivement ils ne vont pas être intéressants à d'autres endroits de la problématique de la non-adhésion. Donc c'est vraiment intéressant de repérer quelle est la problématique avant de lancer une intervention en place. Et puis enfin, dans la persistance, on va voir qu'ici, on va devoir essentiellement travailler sur la motivation du patient et notamment avec l'entretien motivationnel. Donc vous avez un atelier cet après-midi, si vous êtes intéressé, pour être initié à cette thématique. Alors je voulais encore vous présenter donc, juste une petite étude qui permet justement d'interagir sur cette partie de l'implémentation afin de pouvoir justement automatiser davantage le traitement. On a une technique qui s'appelle en fait l'implémentation d'intention, donc qui est également issue de la psychologie sociale et de la santé, qui permet en fait d'améliorer les changements de comportement dans le domaine de la santé. C'est une technique, vous allez voir, qui est relativement simple puisque globalement, elle consiste à demander au patient le où, quand, comment agir face à une situation donnée afin de rendre plus saillante la probabilité en fait, du comportement à adopter. Donc globalement, cette théorie a montré que finalement, il y avait un gap, un fossé entre l'intention qu'avaient les personnes, les patients, et le comportement réellement adopté. Souvent, on dit, oui, par exemple, j'ai l'intention de faire plus de sport, mais lorsque ensuite on mesure réellement le comportement de l'activité physique, on a une corrélation qui est loin d'être à 100%. Donc on a un petit fossé entre l'intention et le comportement, et la technique de l'implémentation d'intention est là, en fait, pour essayer de réduire ce fossé. Globalement, donc, il s'agit d'une stratégie d'autorégulation qui va permettre d'améliorer le lien entre l'intention et le comportement. Donc ici, si on voulait schématiser un peu ces éléments-là, globalement, souvent, pourquoi est-ce qu'on pense qu'on va y arriver? Parce qu'on imagine que notre plan, il va être comme ça, linéaire, et qu'on va atteindre le but sans encombre. Or, la réalité, elle est plutôt de cet ordre-là, et on voit que finalement, quand on veut atteindre son objectif, on a souvent plein d'embûches sur notre chemin, on rencontre plein de barrières, et si elles sont anticipées, en général, ça se passe beaucoup mieux, parce que du coup, on va pouvoir prévoir ici, justement, peut-être le funiculaire, le bateau, etc. Alors que si on ne les a pas prévus, eh bien, on va se retrouver au pied de la falaise, et ça va être compliqué de passer ce chemin-là. Donc ça, c'est la première chose, ça va être justement d'anticiper potentiellement les barrières.
Donc ici, c'est basé sur le modèle des phases de l'action, où globalement, on considère qu'on a une phase prédécisionnelle dans laquelle en fait, le patient n'est pas vraiment conscient de son problème, il n'est pas très motivé. Et en revanche, une fois qu'il est vraiment motivé pour changer de comportement, on a encore plusieurs étapes, puisque ici, il va d'abord avoir l'intention d'agir, mais ici, c'est là qu'on va justement utiliser la technique de l'implémentation d'intention, puis il va mettre en place l'action, et enfin, l'idée, ça va être de maintenir l'action. Donc ça, c'est ce qu'on voit également dans l'entretien motivationnel. Donc il faut savoir que l'implémentation d'intention, ça a été utilisé dans plus de 350 publications, notamment sur différents types de comportements de santé, tels que comment faire davantage d'activité physique, comment manger plus sainement, comment augmenter la prévention dans différents niveaux, et puis comment aussi aider à l'arrêt du tabac. Et on a quelques études sur l'adhésion médicamenteuse, et globalement on considère qu'on a une taille d'effet de 0,59, ce qui est quand même déjà assez important aussi en psychologie, qui va permettre justement de modifier le comportement souhaité. Donc nous, on a voulu répliquer en fait cette étude auprès des patients atteints de maladies cardiovasculaires dans l'adhésion thérapeutique, et globalement, on leur donnait un questionnaire dans lequel on leur demandait de remplir leur plan par rapport à la prise de traitement. Donc ici, on mettait un exemple. Donc s'il est par exemple 7 heures et que je suis dans la cuisine, que j'ai fini de prendre mon petit déjeuner, alors je prends mon traitement du matin. Donc vous voyez que si c'est assez simple, si c'est l'idée de rendre saillant en fait un événement qui va permettre de se souvenir plus facilement du fait qu'il faut prendre son traitement. Donc ici, la personne devait remplir son plan pour le matin et pour le soir, et ça devait lui permettre de mieux se souvenir en fait de son traitement. Première étape. Deuxième étape, ce qu'on appelle le coping planning, la planification justement des barrières potentielles. Ici, on listait une dizaine de situations potentiellement problématiques dans l'adhésion thérapeutique, telles que par exemple si je ne comprends pas les instructions de mon médecin ou si j'oublie de prendre mon médicament. Alors et donc on proposait des solutions, on laissait également libre si les personnes voulaient remplir leurs propres solutions, et donc les personnes devaient trouver une réponse à cette problématique. Et le fait normalement de passer en fait ce questionnaire en début de prise de traitement devait permettre de pouvoir mieux prendre son traitement pour la suite. Donc ici, on avait utilisé à la fois la Morisky et puis une échelle visuelle analogique allant de 0 à 100 pour évaluer l'adhésion thérapeutique. Et globalement, ici, en résultats principaux, on a finalement trouvé donc, un résultat qui n'était pas tout à fait significatif. Donc on voit que dans le groupe contrôle, on a une diminution du taux d'adhésion entre T1 et T2 et une augmentation dans le groupe intervention, donc avec l'implémentation d'intention. En revanche, ce n'est pas significatif. En revanche, on avait également évalué les représentations en fait, des patients, et lorsqu'on fait ce qu'on appelle une modération, donc on prend en compte ces représentations par rapport au traitement, on voit ici que notre intervention a été efficace pour les patients qui avaient des croyances faibles en la nécessité du traitement. C'est-à-dire que cette intervention a permis en fait de bousculer également un peu ces croyances, et donc justement de les modifier un petit peu en agissant de manière indirecte ensuite sur l'adhésion thérapeutique. Donc là, on a eu finalement un effet efficace pour ces patients-là. Alors globalement, des pistes concrètes pour conclure par rapport à l'ensemble de ces interventions. On voit que l'adhésion du patient, elle dépend donc déjà de son acceptation, de sa reconnaissance par rapport à la maladie, de sa représentation de la maladie. Donc vraiment, de nouveau, j'insiste, les croyances, c'est vraiment quelque chose à creuser parce que c'est fondamental dans la prise du traitement. De son sentiment d'efficacité personnelle, de ses valeurs et bien entendu de sa relation de confiance entre le soignant et le patient. Donc pour pouvoir mettre en place des interventions adaptées, on a donc des techniques telles que l'implémentation d'intention. Vous voyez que c'est très peu coûteux. C'est vraiment essayer de poser la question du où, quand, comment, à quel moment vous pensez prendre votre traitement pour l'aider à rendre plus saillant l'événement et la prise de rappel du traitement, et puis anticiper les barrières. L'entretien motivationnel, donc j'en dis pas grand-chose parce que de nouveau, il y a un atelier cet après-midi si vous souhaitez, mais l'idée, ça va être vraiment d'accompagner le patient dans la motivation au changement de comportement, donc par exemple dans la prise de traitement ou dans le fait d'arrêter de fumer ou d'adopter des comportements sains tels que manger plus sainement ou faire de l'exercice physique. Et puis je voulais juste vous présenter pour conclure une dernière intervention qui s'appelle le CBSM, qui signifie en fait Cognitive Behavioral Stress Management, donc en français gestion du stress basée sur les thérapies cognitives et comportementales, qui est en fait une technique qui a montré son efficacité aux États-Unis depuis maintenant une vingtaine d'années et qu'on est en train d'appliquer en fait ici en France dans différentes pathologies chroniques, notamment les maladies cardiovasculaires et la douleur chronique, et pour lesquelles en fait il s'agit de 10 séances à raison de 2 heures par séance en groupe avec des patients, donc une dizaine de participants par séance, et pour lequel en fait on va leur présenter plusieurs sessions avec dans chaque session une thématique différente sur par exemple qu'est-ce que le stress, avec
sa composante cognitive, émotionnelle, comportementale, physique et sociale. On va également travailler sur ce qu'on appelle les pensées déformées, les pensées automatiques, ce qu'on appelle dans notre jargon les distorsions cognitives. Et là, c'est là justement qu'on va pouvoir travailler notamment sur les fausses croyances, repérer en fait quelles sont les croyances erronées des patients. Donc ça, c'est souvent une session qui plaît beaucoup aux participants parce qu'ils se rendent compte en fait des pensées déformées qu'ils peuvent avoir. Et donc ensuite, on va travailler sur ce qu'on appelle la restructuration cognitive, comment modifier ces pensées-là. On travaille également sur ce qu'on appelle les stratégies de coping, donc comment mieux s'adapter par rapport à des situations difficiles, ça peut être stressante, telles que la maladie ou autre, des choses aussi plus personnelles, où on va travailler sur le coping centré sur l'émotion ou centré sur le problème. On va également essayer de mieux prendre conscience de la nécessité d'un bon soutien social, comment mieux gérer aussi ces émotions négatives telles que la colère, et comment apprendre aussi à mieux s'affirmer. Donc l'ensemble de ces 10 séances, globalement, vont permettre de travailler sur la motivation des patients, sur leurs croyances, sur également la relation aux autres aussi, sur le soutien social. Et donc tous ces éléments font que globalement, on a une adhésion qui est améliorée in fine pour les personnes qui ont suivi ce genre de session. Pour conclure, j'ai essayé de présenter un modèle un peu intégré de l'adhésion pour essayer de mettre en évidence quels étaient en fait les facteurs qui influençaient principalement l'adhésion, en tous les cas du point de vue psychosocial. On a donc, comme on l'a vu, à la fois la relation entre le soignant et le patient, les croyances. Donc tout ça, ça va venir déterminer l'intention qui, à son tour, va déterminer le comportement d'adhésion. Et donc pour pouvoir faire bouger un peu ces éléments, eh bien, on va avoir l'implémentation d'intention comme outil qui va permettre de relier en fait le lien entre l'intention et l'adhésion, et puis donc également la technique du CBSM et l'entretien motivationnel. Donc ça, ce sont les 3 interventions qui vont permettre de pouvoir adapter le comportement d'adhésion en fonction de la problématique du patient. Voilà, une dernière citation pour conclure. Donc, on se persuade mieux pour l'ordinaire par les raisons qu'on a soi-même trouvées que par celles qui sont venues dans l'esprit des autres, ce qui permet de vraiment montrer en quoi l'entretien motivationnel permet d'accompagner le patient à trouver ses propres solutions pour aller du côté du changement et non pas à nous lui souffler, parce qu'alors du coup c'est généralement moins pertinent. Je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, c'est à votre disposition.